Alors, bonsoir, Amanda Sters. Je suis ravi de vous recevoir ce soir. Je vous suis depuis extrêmement longtemps. J'adore ce que vous écrivez, j'adore la façon dont vous écrivez. On va commencer déjà par le lieu, parce que véritablement, aujourd'hui, pour le Café suspendu aux éditions Grasset, le lieu est un personnage principal. Au-delà du café, le lieu, Naples. Vous avez écrit sur l'Afghanistan, sur le Japon, dernièrement avec Lettres d'amour sans le dire, et aujourd'hui c'est Naples, théâtre central du Café suspendu. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter votre histoire avec cette ville tumultueuse, cette ville passionnée qu'on compare généralement à Marseille, euh, en sachant que l'Italie était déjà présente dans votre œuvre avec les promesses, où la Toscane était présente. Là, pour le coup, c'est Naples. Racontez-nous cette histoire avec cette ville. Alors l'histoire est venue a posteriori parce que c'est la tradition du café Sospezzo qui m'a appelée dans cette ville. C'est cette tradition, quand j'en ai entendu parler, ça m'a beaucoup émue. Et j'étais déjà allée à Naples une fois, mais plutôt pour m'y arrêter sur le chemin d'un autre voyage. Et en fait, j'ai été totalement happée par cette histoire et cette tradition qui était en totale contradiction avec l'image que j'avais de Naples, comme beaucoup de gens, qui était une ville plus dure, enfin, un peu mafieuse, un peu dangereuse et sulfureuse. Et du coup, je suis allée à Naples et j'ai commencé voilà, à découvrir cette ville à travers cette tradition. C'est ce café suspendu qui m'a invitée à Naples, et pas l'inverse. Donc, vous avez construit ce roman autour justement de ce café Sospeso, qui est une tradition dont les origines sont plutôt variables hein, selon les interlocuteurs, si me semble bien. Comment vous avez fait cette découverte et est-ce que vous pouvez nous la raconter, notamment pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, en quoi consiste ce café suspendu? En fait, j'étais en tournage à Rome, des promesses, et je suis passée, on cherchait plusieurs lieux, et en repérage, on est passé à Naples, et à Naples, c'était juste avant que les cafés ne ferment, c'était juste avant le confinement. J'ai appris cette tradition en voyant un copain payer l'addition et payer 4 cafés alors qu'on en avait bu deux, et il m'a expliqué pourquoi. Et j'ai trouvé ça je sais pas pourquoi ça a provoqué une telle émotion en moi. Je me suis dit que c'était euh, la beauté de la charité dans tout ce que ça avait d'intéressant, puisque c'était totalement anonyme, qu'on ne savait pas qui allait en profiter, donc on n'a pas de retour de gratification immédiate, et aussi parce que ça permettait de rester dans le lien. Et ce qui était très beau par la suite, c'est de me dire que cette tradition, elle coïncidait totalement avec ce qu'on était en train de vivre, ce qu'on allait vivre, puisque quand on a été tous confinés, on a compris qu'on était tous liés les uns aux autres. De façon très intime, on a compris que le sort de l'humanité était lié à celui d'une personne, du voisin, et que par ricochet, en mettant un masque, on protégeait quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et de la même façon, quand on paye un café, Sospeso, on offre du lien social à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et il y avait ce parallèle qui est venu plus tard, que j'ai compris plus tard, où je me suis dit, en fait, je pense qu'on choisit aussi un sujet qui parle de quelque chose qu'on est en train de vivre. Alors, il y a ce don, mais il y a aussi le fait de recevoir, ce qui peut ne pas paraître évident, d'arriver dans un café et de demander à ce que le café soit mis sur notre note. Il y a aussi cette acceptation du don qui était importante. On parle souvent de la générosité ou de l'égoïsme, est-ce que les gens font des cadeaux, mais est-ce qu'on en reçoit? Moi, très longtemps, j'ai pas été capable de recevoir. Je suis quelqu'un on m'a toujours décrit comme très généreux, mais en fait, il y avait une chose un peu viciée dans cette générosité, puisque j'étais généreuse, mais j'acceptais pas forcément qu'on le soit en retour avec moi. Et donc, il y avait une limite à ma générosité. C'était aussi un égoïsme de ne pas être capable d'accepter ce que les autres vous offrent. Et c'est lié à tout le temps à des névroses, à des choses de l'enfance, du passé. Mais depuis que j'ai enlevé cette partie de moi et que j'ai eu l'humilité d'accepter qu'on puisse m'offrir des choses et que, en fait, accepter que l'autre nous aide, c'est aussi une part très importante de l'humanité. Euh,
l'humilité de l'acceptation et la capacité à recevoir. Et effectivement, dans ces deux gestes, il y a ça dit beaucoup plus de choses. Il y a aussi notre rapport à l'amour, il y a notre rapport à l'amitié, il y a notre rapport, voilà, c'est un partage, c'est un échange. C'est aussi dur de recevoir que de donner et parfois même plus. Comment vous expliquez justement que cette initiative, cette tradition-là ne soit possible qu'à Naples? L'idée paraît totalement incroyablement généreuse et incroyablement humaine, et en même temps, on ne le retrouve que là-bas. Je crois qu'ils ont essayé de le faire dans plusieurs endroits et ça n'a pas pris. Même je sais qu'à Paris, ils ont essayé avec des baguettes de pain pour que ce soit voilà, quand même quelque chose qui fasse appel à la culture. Et je ne sais pas, c'est très ancré à Naples. Pourquoi ça ne prend pas ailleurs? Je ne sais pas. La France est un pays généreux. Quand on voit les Restos du Cœur, quand on voit les Français ont l'habitude de partager, de donner. Donc, ça ne vient pas de là. Je ne sais pas vraiment pourquoi à Naples, et même dans le reste de l'Italie, c'est pas aussi ancré. Mais j'adorais que le livre peut-être donne des envies à des gens un peu partout. Alors, dans le chat, en effet, il y a certains lecteurs qui disent que ça existe dans certaines villes, mais évidemment de manière épisodique. Pour le coup, alors on va redémarrer sur le début, sur l'Incipit. Tout débute avec ce narrateur français, Jacques Madelin, qui évidemment n'a, j'imagine, aucun rapport avec Alain. C'est un comment? Pas à ma connaissance. Narrateur omniscient qui s'est installé à Naples, qui est caricaturiste. Il passe ses journées justement au café Noubet, qui est tenu par Maurizio. Cette idée de personnage-là, qui est à l'opposé de vous physiquement, c'est un homme plutôt âgé, je crois 72 ans, qui s'installe à Naples. Cette idée de narrateur omniscient, d'où vous est-elle venue? Comment vous avez façonné justement un personnage aussi différent d'apparence, en tout cas, de vous? Il a 72 ans à la fin du récit, mais on le voit qui arrive en fait, dans les années 80 et il y a toute une évolution. Euh, Moi, j'ai jamais eu ce problème quand on me disait ah, c'est un personnage masculin, un personnage féminin. Je pense pas que, en tout cas, c'est pas la même chose quand on filme quelqu'un. Je prendrais pas une femme pour jouer un homme, mais quand on écrit quelqu'un, je pense que l'intérieur d'un cœur n'est pas féminin ou masculin. Et il y a des hommes à qui on prête des caractéristiques féminines et inversement. Je pense qu'il est temps d'arrêter de penser qu'il y a des sortes de qualités ou de défauts qui n'appartiennent qu'aux uns ou aux autres. Donc, j'ai jamais eu de problème non seulement à écrire des hommes, mais qu'est-ce que plein d'hommes se retrouvent dans mes personnages masculins, sans doute parce que je ne les caricature pas, parce que j'en fais juste des êtres humains avec des qualités, des défauts, des problèmes euh, pour aimer, des douleurs qui ressemblent. Si c'était une femme, ça ne changerait pas grand-chose. Je décris juste un être humain. Après, il y a son enveloppe physique, et son enveloppe physique, ça c'est totalement différent. C'est une description qui a moins d'intérêt pour moi. Donc, je ne me suis jamais posé la question dans ces termes quand j'écrivais un personnage. Et en fait, je vous posais cette question parce qu'on y croit en réalité. On y croit beaucoup et notamment sur les lieux que vous visitez. On a l'impression que vous y êtes allé. Souvent, ce n'est pas forcément le cas. J'ai cru comprendre que vous aviez une vision de Naples avant d'y être allé. Et ça, c'est plutôt surprenant parce qu'on s'y croirait clairement et on a envie de se balader dans ces cafés et dans ces rues avec vous. Mais pour le coup, j'aimerais savoir comment vous façonnez vos personnages qui sont souvent plus vrais que nature. Quelle est votre façon d'écrire au minimum sur leurs caractéristiques, qu'elles soient physiques ou morales? Comment vous écrivez, comment vous construisez un personnage? Alors, d'abord, pour répondre à Naples, même si je n'y suis pas allée quand j'ai commencé à écrire le livre, parce que c'était le confinement et que je ne pouvais pas y aller, j'étais sur Google Earth, j'ai regardé tout. J'ai regardé rue par rue, je me suis promenée dans les rues de Naples avec Google Earth. Ensuite, je vérifie que les trajets dont je parle ils soient faisables en courant, combien de temps ça prend d'aller d'un endroit à un autre. J'ai choisi un quartier, je le regarde et ensuite, je suis allée vérifier que ce que j'avais écrit était exact. Et puis, j'ai rajouté voilà, un supplément d'âme de l'endroit quand voilà, en étant sur place, j'ai senti d'autres choses, mais c'est un mélange. Et pour les personnages,
c'est très particulier d'expliquer comment je les construis parce qu'en fait, j'ai l'impression que je les connais et qu'ils viennent à moi et qui sont en moi en fait presque et que ils attendent de naître. Et c'est bizarre parce que j'ai eu la même chose avec mes enfants. Je les ai décrits à mon ex-mari avant qu'ils arrivent. Je connaissais leur caractère. C'est comme si c'était des gens que j'attendais sur le chemin de ma vie. Et mes personnages, c'est un peu pareil. C'est des gens que j'ai l'impression que je les connais encore, que je peux fermer les yeux à les revoir, qu'on a un lien discontinu et que toutes ces personnes sont là avec moi. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est pour ça que je ne vais pas vous inventer un truc. Je n'écris pas des personnages en me disant quelles sont leurs qualités, leurs défauts. J'ai pas de notes où je me dis ah, il va être comme ci, il va être comme ça. Ça sort en fait. C'est là, je le connais déjà. D'accord, c'est plutôt rare, mais on a l'impression que tout ce que vous écrivez aurait pu être autobiographique. C'est ça qui surprend à chaque fois, c'est qu'on a l'impression que vous vous immiscez dans la vie des gens sans les connaître réellement, puisqu'ils ne sont pas réels. Mais on a l'impression que vous avez cette qualité-là de vous immiscer quasiment tel un psychiatre, oui, tel un psychiatre en réalité. Vous vous immiscez dans la vie des gens sans y être invité, mais pas forcément en tout cas, mais j'ai l'impression que tout pourrait être autobiographique. D'abord parce que pour moi, ils sont réels. Et j'ai ce truc très enfantin, comme quand on joue avec ses figurines et qu'on est petit et que et on y croit. Enfin, c'est des personnages qui existent pour nous, en nous, en tout cas dans une dimension du monde, ils existent. Et je pense que quand on a un grand lecteur, on comprend ça. Quand on a un grand lecteur, on comprend et parfois on a envie de retrouver les personnages. Ça fait beaucoup ça dans les séries télévisées parce que dans les films, on doit dire au revoir aux personnages, mais les séries, quand on y retourne, c'est parce que un lien s'est créé avec des personnages de fiction, ce qui est assez particulier, mais c'est pourtant réel. Et j'ai, par exemple, il n'y a rien d'autobiographique dans ce livre, mais il y a beaucoup de mes émotions. Il y a toujours mes émotions, mon sentiment sur le monde, mes joies, mes déceptions, mais retranscrites de façon complètement différente. Et il y a, je pense, ce qui fait la plus grande qualité d'un écrivain, que donc j'espère avoir, mais en tout cas que j'ai dans la vie, qui est l'empathie. Euh, Par exemple, je suis ravie de parler avec vous du livre et je suis ravie que ça vous intéresse et que ça vous touche. Mais en réalité, je l'aurais préféré que tout le monde me raconte sa vie, ce qu'il fait, pourquoi il est là, si ça va, si ils ont un chagrin d'amour. Ça m'intéresse 10 fois plus que de vous raconter des choses que je sais déjà. Euh, les gens m'intéressent. J'ai quelque chose de sincèrement tourné vers les autres. Et je pense que si on n'a pas ça, c'est très dur d'être auteur. Pour être auteur et que ça ait l'air vrai, il faut aimer les gens. Alors, on pourra en effet tous aller prendre un verre, si vous le souhaitez, et nous raconter en effet toutes vos Chez moi à histoires. Paris, mais sinon, je vous invite avec plaisir. Marie disait, demandait si c'était le même cheminement pour tous vos personnages, peu importe le roman. Est-ce que à chaque fois, ils s'immiscent aussi dans votre vie comme cela? Presque, mais parfois c'est les personnages qui appellent le livre, parfois c'est le sujet. Et là, c'était vraiment le sujet et les personnages, ils sont mis à peupler ce café. Euh, et c'est juste, j'ai un truc. On parlait tout à l'heure de quel passage je vais lire et je sais pas parce que c'est hyper dur. Je dois choisir entre tous mes enfants, quoi. Et voilà, le docteur Chen, je le vois dans mes rêves, je lui tire les moustaches, je les connais ces gens. Mais c'est à raconter, c'est très bizarre. Mes enfants, ils savent parce que quand on me dîne, je peux leur raconter un truc que je viens d'écrire et j'ai un enthousiasme qui est un peu particulier d'enfants qui viennent d'inventer une histoire, quoi. Très bien. L'épigraphe donne toujours le tempo sur le livre. Là, en l'occurrence, c'est Victor Hugo sur le pouvoir de ces rencontres qui peuvent tout simplement changer le cours d'une vie. Est-ce qu'elle résonne en vous particulièrement, cette phrase de Victor Hugo? Est-ce qu'elle pourrait résumer quasiment le livre? Oui, à 2 degrés différents. D'abord parce que, évidemment,
une rencontre peut changer une vie, ça, tout le monde le sait, tout le monde en a déjà parlé, mais le fait qu'une rencontre change une vie sans le savoir, c'est ça qui est fort. C'est que parfois, une toute petite phrase qu'on nous dit peut avoir un impact énorme, peut tout bousculer, peut tout bouleverser. Et parfois, c'est juste un tout petit geste. Et, euh, et quand j'ai lu ça, il y avait cette humanité très forte d'Hugo qui n'a pas fait de politique par hasard à une période où j'avais l'impression que la politique était un peu plus noble qu'aujourd'hui. Mais il y avait une envie, voilà, ah, il était avenant, il avait une envie un altruisme, une envie d'aider les autres, il y avait un besoin de partage. Je pense que c'est vraiment ça, si on devait résumer le livre, c'est du partage. Sophie? Oui, bonsoir tout le monde. Excusez mon accoutrement et ma voix de casserole, mais le Covid s'est invité chez moi. Ah mince. Je suis désolée de me montrer sous cet aspect-là, surtout avec vous, Amanda, parce que j'attendais impatiemment, et Anthony le sait, et tout notre groupe de lecture le sait, j'attendais impatiemment cette rencontre. J'ai eu la chance de lire votre livre, qui est le premier pour moi, et j'ai honte que ce soit que le premier, mais ce ne sera pas le dernier. Pas grave, ça arrive à des gens très bien. C'est sûr et certain. En tout cas, j'ai beaucoup aimé votre plume, la sensibilité qu'elle dégage et l'histoire donc de tous ces personnages qui sont liés et puis qu'on connaît peut-être, qu'on a déjà rencontrés, nous, au cours de notre vie. Et je voulais juste, voilà, est-ce que vous, en tant que... Alors, je ne sais pas si vous préférez le terme d'auteur, d'autrice, de romancière, d'écrivaine. Je ne sais pas comment on peut qualifier. Enfin, comment voilà. C'est comme vous voulez. Est-ce que vous, enfin, j'imagine que vous le faites déjà, mais est-ce que assise à un café, vous pourriez, comme Jacques Madelin, écouter les histoires des uns et des autres et puis noter, prendre des notes. Je sais que quelques-uns le font déjà. On a dévoilé des petits secrets dans une discussion, tout ça. Donc, est-ce que vous, j'imagine, à la terrasse d'un café, d'un bar, d'un resto, est-ce que vous prenez comme ça des notes de ce que vous pouvez ressentir par rapport à des personnes que vous rencontrez, pas des personnages, des Oui, personnes. j'ai compris. Alors, ça m'arrive d'écrire au café, surtout ça m'arrive d'écrire parce que j'aime bien écrire dans un endroit hyper bruyant, avec du monde et tout ça, juste parce que j'ai grandi avec 7 frères et sœurs et j'étais l'aînée et donc j'ai fait toutes mes études avec du bruit et j'ai appris à me concentrer dans du bruit, donc c'est presque ma façon de me concentrer. Quand c'est oh. et, mais en fait, ce que je vais prendre, c'est pas ce qu'on s'imagine. J'écoute rarement les conversations. C'est plutôt la personne qui pense ne pas être regardée quand il y en a deux qui se disputent et qu'il y en a une à côté qui, voilà, c'est son regard à elle, c'est un petit geste, c'est une toute petite chose. Je pense que tous les écrivains sont des vampires, c'est-à-dire qu'on prend les choses des gens, mais parfois sans s'en rendre compte. Je pense comme les comédiens prennent des mimiques, des mimétismes pour rajouter de la crédibilité. Mais c'est plus le regard perdu de quelqu'un qui va m'inspirer une émotion que la réalité de sa vie, en fait. C'est rare que je calque sur des histoires qui existent. En tout cas, je terminerai là-dessus. Sachez que je suis une très, très grande fan de votre ex-mari. Je pense qu'on est nombreux ici, depuis l'âge de mes 15 ans. Et je pense que c'est le seul moment de ma vie où je pourrais le dire. Donc, voilà, je suis une très grande fan. Je vais accrocher avec lui, mais je lui transmettre. Écoutez, si vous voulez, c'est avec grand plaisir. Mais sachez que vous, vous rentrez également dans mon cœur. Vous tiendrez une grande place également parce que sincèrement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé vous lire, vraiment, et vous touchez le cœur des gens, très sincèrement. Et l'âme, quand vous dites que c'est, comment dire, vous avez dit tout à l'heure quelque chose sur l'âme, je ne sais plus ce que c'était, j'ai voulu le reprendre et j'ai zappé, mais ce supplément d'âme, vous l'avez parce que vous le retranscrivez excellemment bien dans votre ouvrage et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, bon rétablissement. Merci, merci.
Il y a des personnages très importants dans ce roman et je trouve qu'à chaque fois, les personnages en second plan sont très réussis. Ce sont les clients du café, les clients passifs du café. C'est ce que vous venez de dire en réalité. C'est ce geste, cette intonation, cette voix qui vient s'insinuer dans une scène. Dans chaque scène, dans chaque époque, il y a ces clients que vous réussissez à faire interagir sans qu'ils ne parlent forcément, mais qu'on observe, qu'on voit et on a l'impression véritablement d'y être à chaque fois. C'est quelque chose que vous avez particulièrement travaillé, ces clients de second plan. Mais je pense que dans une vie, il y a des gens qui ont des second rôles et qui parfois en fait ont des rôles plus importants que ce qu'ils pensent. Et euh, je pense que les grands livres, les grands films, c'est des seconds rôles entre guillemets très travaillés. Pour prendre des exemples tout à fait accessibles à tous, quand on regarde les films de Working Title, par exemple, les copains qui vont aider à ce que l'histoire d'amour existe dans un Love Actually, par exemple, sont hyper travaillés, ils ont une existence propre et en 3 scènes, on sait qui c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait les grands films. Et j'ai toujours fait ça dans mes livres, il n'y a pas de personnage secondaire. Et par exemple, il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps, je connais leur visage, j'en vois Sandra, Claude. Ce sont des gens qui ont une existence propre. Ce pas les gens que je vois tous les jours, mais à chaque sortie de livre, si je vois leur visage, ça me rassure, ça me fait plaisir. Voilà, il y a quelque chose dans cette, ce rapport à l'autre, de ne pas penser qu'il y a des gens moins importants, il y a juste des gens qui sont à des distances différentes. Et donc, je prends grand soin de mes personnages secondaires. Sandra, et ça se voit en tout cas, c'est très réussi comme toujours. Sandra. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Amanda. Merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir. Et avant de poser ma question, je voulais dire que je vous ai découverte avec Lettres d'amour sans le dire et je voulais quand même vous dire que c'était grâce à Anthony que j'avais découvert ce magnifique roman. Voilà. Et donc, oui, à propos de la lecture du Café suspendu, je me suis plusieurs fois posé la question du lieu. Naples est quand même comme un personnage, en fait, dans le roman. Enfin, dans le roman, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais et je me suis demandé, parce que les émotions et la rencontre et les émotions amoureuses et tout ce que peuvent vivre ces personnages, finalement, c'est assez universel. Et donc, je me demandais si finalement tout ça n'aurait pas pu arriver dans une autre ville et si une autre ville aurait pu aussi vous inspirer. Alors, sûrement, ça aurait pu arriver dans une autre ville. Sûrement, j'ai prêté beaucoup de qualités de Marseille à Naples parce qu'elles sont très proches et que c'est un peu la ville de mon cœur et que quand je suis en France, je suis beaucoup là-bas. Euh, Juste, je trouvais ça un peu violent de voler sa tradition à Naples. Je trouvais qu'il y avait une légitimité à aller dans cet endroit où c'est né, où, voilà, où il y avait toutes ces couleurs et puis tous ces personnages incroyables. C'est vrai que la ville de Naples a cette énergie, a cette force. C'est vrai que ça aurait pu très bien être un café à la Pagnole, un peu marseillais. Ça aurait pu. J'ai écrit Lettres d'amour entre le Nord et Paris. Donc à chaque fois, je pense que chaque livre a ses couleurs aussi parce que c'est aussi une température, des couleurs, un climat. Il y a beaucoup de choses qui vont avec le choix du lieu. Euh, et pour vous répondre, c'est un roman. C'est une tradition assez ancestrale. Ça s'appelle le roman à nouvelles. C'est un roman à nouvelles parce que c'est des nouvelles, mais elles sont toutes liées par un fil romancé. Donc, ça s'appelle comme ça. Et il est construit comme un opéra, le roman. C'est pour ça qu'il y a une ouverture à l'italienne qui est une ouverture d'opéra. Et ensuite, il y a des mouvements et des intermèdes, des intermezzo, comme on dit en italien, et la fermeture. Donc, c'est vraiment construit exactement comme un opéra italien. Voilà. Opéra, et en même temps, j'aurais même limite tendance à dire que c'est quasiment du théâtre. On a l'impression véritablement, et je n'ose imaginer ce livre pas adapté au théâtre, je suis persuadé qu'il y a quelque chose dans les tuyaux. C'est difficile de... Alors, moi, je n'ai pas pour l'instant commencé. J'ai déjà des offres de producteurs qui veulent en faire une série. Donc, peut-être une série. Et le théâtre, c'est pas, pour l'instant, c'est encore c'est flou. Il est sorti hier. On va déjà essayer de faire exister le livre. On verra après.
Et sur justement cette construction-là, j'ai eu l'impression que chaque histoire aurait pu être un roman à lui tout seul. Est-ce que vous avez opté pour ce choix un petit peu hybride, car vous aviez trop d'idées et qu'il ne fallait en oublier aucune? Euh, on sent que vous êtes attaché à chaque nouvelle et on a l'impression que chacune d'entre elles aurait vraiment pu être une histoire à elle toute seule, un livre à elle toute seule. Souvent, il y a ça dans mes livres. Il y a même deux, trois lignes ou des personnages secondaires où il y a presque un pitch de film ou de livre, parce que je me dis qu'il n'y a pas il y a pas de choses que je traite de façon anecdotique. Donc, tout est important pour moi. Et effectivement, tous les personnages sont nourris et toutes les histoires tiennent debout et pourraient être plus longues. Mais en fait, ce que j'aimais, c'était la répétition du geste à travers le temps. C'était perpétuer la tradition. C'était retrouver des gens dans un café, se dire ah, on ferme un chapitre, on arrête une histoire, mais le lendemain, on est content d'aller retrouver ce café. Et me dire que voilà, c'était ce geste répété de ce café offert qui reproduisait de la joie de façon très différente, indirecte, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, mais qui à chaque fois reproduisait de la joie. La joie ou un signe du destin pour certaines. Il y a une transformation. La plupart enfin, elles ont toute une fin heureuse quelque part, même si c'est une toute petite chose, mais c'est toujours quelque chose, même quand on pense qu'on va vers quelque chose de sombre, on arrive toujours vers un destin plus ensoleillé. Je pense qu'on avait tous envie de ça. Moi, j'avais envie de ça. En ce moment, j'ai envie de lire des choses qui font du bien, qui tirent vers le haut, qui donnent confiance sur ce que sinon on regarde les infos, ça suffit quoi. J'avais envie, ça ne veut pas dire que c'est naïf, mais j'avais envie de quelque chose de solaire, d'écrire ça en tout cas. C'est tout sauf naïf. Tout sauf... Isabelle? Oui, bonsoir. Alors, comme tout le monde, hyper ravie de vous rencontrer. Merci, merci. Merci à tous. Et donc, pareil, alors moi, j'ai totalement dévoré le livre. J'ai patienté, je crois, une journée. Puis après, j'ai dit à mes petits camarades, bon, bah, j'ai trouvé un prétexte fallacieux pour dire non, mais désolé, je l'ai fini. Et j'ai absolument... J'avais lu aussi les lettres d'amour. Et, mais alors, celui-ci, vraiment, il m'a complètement bouleversée, emballée. J'ai tout aimé, la construction, justement, cette construction de nouvelles, de gens qui se croisent dans le café. Enfin, je trouve du coup, ça donne énormément de mouvement, de vie. On y passe aussi, on est aussi client, on est spectateur et client en même temps qu'eux. J'ai adoré les personnages et enfin j'ai tout aimé. Voilà, j'ai adoré la poésie, j'ai adoré la phrase de Victor Hugo. J'étais amoureuse de ce livre. Et donc en fait, pour rebondir sur ce que vient de dire Sandra et ce qu'on vient un peu d'évoquer, ce que vous venez de dire aussi, j'ai l'impression que le café en lui-même est un personnage avec cette espèce d'enseigne un peu cassée, avec lui-même, il contribue à. Enfin, la ville est un personnage, mais les lieux sont des personnages aussi presque à part entière, en fait, dans ce roman. Merci beaucoup d'abord. Oui, en fait, moi, j'ai déménagé dans un autre pays, ça va faire 7 ans. Et quand on recommence tout à zéro dans un monde ailleurs, et j'en parle à un moment, c'est pas mal de mes réflexions sur ce que c'est que le déracinement et retrouver un endroit. En fait, il est important d'adopter des lieux et de se mettre à aimer des toutes petites choses, une porte qui grince, un petit coin de rue où l'herbe est mal tondue, des détails qui vont faire qu'on adopte un endroit. Et, et j'ai voulu faire ça dans le livre. Donc, je suis contente que vous l'ayez ressenti, mais j'ai vraiment... voilà, lui, c'est un homme qui vient de France. Jacques, il est pas chez lui et en même temps, il rêve d'être adopté par la ville, d'être adopté par Naples, de parler la langue sans accent. Et peu à peu, c'est les efforts qu'il va faire pour aimer la ville et être aimé en retour. Et il y a cette observation de sa part, voilà, des détails qui transforment le café en personnage, la ville en personnage, puisque au début c'est une rencontre pour lui. Quand on quitte un pays, on perd ce naturel de se dire que les choses autour sont normales.
ne pense plus au décor quand on vit dans un endroit depuis toujours. Et d'un coup, de devoir adopter un nouveau décor, on regarde les choses différemment. Je voulais qu'il y ait ça chez lui. Je rebondis sur ce déracinement parce qu'il y a un personnage du roman qui déménage pour semer la mort. J'imagine que ce dépaysement-là, il vous est intime. Est-ce que vous avez distillé à d'autres endroits du roman des choses plus personnelles comme ce déracinement? Sûrement, mais alors là, ces phrases-là sur le déménagement, c'est les seules phrases, je vous dis, c'est les seules phrases qui étaient des notes j'ai pas de journal intime, mais parfois je note des choses et c'était des phrases qui étaient à moi. Et normalement, je me vole pas des phrases, je les garde pour moi d'un autre côté, mais là, ça allait tellement avec le personnage que c'est des choses qui me sont très intimes. Et j'ai une vraie névrose de ça, du déménagement, mais d'être toujours prête à partir. Et je pense que c'est très proche de moi. Ouais. Ces phrases-là, c'est moi-même. Marie? Bonsoir à tous. Bonsoir Amanda. Moi aussi, je suis très émue. Pour tout vous dire, je ne pensais pas que ce serait interactif et du coup, je n'en reviens pas de pouvoir vous parler en direct. Merci d'ailleurs d'être venue sur Instagram. Ouais. Alors, chouette aussi. En fait, je suis hyper contente de retrouver tout le monde, mais c'est ma maison d'édition qui m'a obligée de dire tu vois, j'aime plus être sur Instagram et tout. Et en fait, c'est hyper chronophage et que j'aime pas que des gens répondent pour moi. Donc, j'ai jamais pris quelqu'un pour faire ça. Et quand j'ai effacé mon compte, j'avais 70 000 personnes qui me suivaient. Ils m'ont dit, mais t'es complètement dingue. Moi, j'avais l'impression, en fait, que ça m'empêchait de voir le monde tel qu'il était, que ça n'était pas en lien avec mon métier, qu'il y avait quelque chose d'un peu faux, enfin de trop faussé et tout ça. Donc, et puis ça m'énervait que quand je poste un livre, j'ai 30 personnes qui like et quand je poste une photo de ma tête, il y en a 2000 et en fait, ça m'énerve, mais c'est pas, les gens sont complètement cons, ça n'a aucun sens. Bref, je m'étais voilà, retirée du monde. Et puis là, je suis revenue et j'avoue que... Vous allez y rester? Ouais, mais parce que ça, en fait, ça me manquait aussi le rapport au lecteur et le lien qu'on peut avoir. Et voilà, et puis quand on sort un livre, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement sincère, pur, plus vrai sur les blogs que sur les rapports qu'on peut avoir avec... il n'y a pas ces jeux de pouvoir ou de on va te faire une chronique ou pas parce que t'es copine avec machin. Du coup, il y a quelque chose on a l'impression de vraiment sentir ce que les lecteurs ressentent et ce que les gens qui aiment vraiment la littérature ressentent. Et c'est très touchant. Donc, voilà, je suis contente d'être de retour. C'est chouette. En tout cas, voilà, je suis très émue. Alors, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai, mais du coup, pour des raisons perso, parce que je reprends des études, je suis en train de rédiger moi-même un mémoire et beaucoup moins glamour. Ne vous inquiétez pas. Hein, je vais pas vous engueuler. Du coup, voilà, j'ai plus une question en termes de durée. J'aimerais savoir entre votre première idée d'un ouvrage et peut-être de celui-là même et la date limite de sortie, voilà, combien de temps il peut s'écouler? Alors, je vais vous répondre avec deux choses différentes. J'écris un livre en 2 volumes pour Grasset et je l'ai commencé il y a 4 ans. Et entre-temps, j'ai fini le premier, je suis censée faire le deuxième, on ne peut pas sortir l'un sans avoir l'autre, etc. J'ai écrit Lettre d'amour et j'ai écrit Le café suspendu et il me hurle dessus en disant mais quand est-ce que tu... Donc, il y a parfois une temporalité de l'autre, je l'ai commencé même il y a 5 ans. Ouais, il y a 5 ans. Donc, il y a un livre qui sortira, je vais dire bientôt, mais on ne sait jamais, qui met un temps fou à construire, que j'aime beaucoup, mais voilà, qui est très riche. C'est une saga familiale. Il y a 2 volumes. Chez moi à Los Angeles, j'ai des tableaux avec les noms des personnages, des flèches et tout. On dirait un truc de dingue. Et après, j'ai des sujets qui d'un coup me bousculent et viennent prendre de la place et prennent la place d'autres choses. Donc, ça dépend. Mais là, le café suspendu, je l'ai commencé l'année dernière en janvier. Donc, j'ai mis un an à l'écrire. Je l'ai donné en décembre à mon éditeur. Donc, presque 11 mois, 12 mois à l'écrire.
après un mois de correction d'épreuves, etc. Après, j'ai de la chance, je prends moins de temps qu'un auteur débutant, à ce qu'on accepte mon texte, à ce qu'on décide de me trouver une place, etc. Mais ouais, il me faut parfois un an, parfois 4, 5. Parfois 4, ok. Et est-ce que vous avez le temps de lire, vous? Et si oui, qu'est-ce que vous lisez? Je lis beaucoup, mais alors en fait, je lis entre les moments où quand j'écris pas. Enfin là, par exemple, c'est une période où je lis. Euh, Parfois, je lis des trucs qui sont pas du tout littéraires, genre ce que je lis en ce moment, parce que ça m'intéresse. Parfois, Actuel. si vous voulez, je suis allée à la librairie hier faire un plan, je vais vous montrer. Alors, j'ai le livre de mon copain Gauthier Battistella, chef, qui a l'air super. J'ai acheté ce livre de Sagan que je ne connaissais pas. Les 4 coins du cœur. Je ne connais pas non plus. J'ai acheté Kawabata, le prix Nobel de littérature, Le grondement de la montagne, je ne connaissais pas. J'ai vu que ce livre, tout le monde disait des choses incroyables, j'ai hyper envie de le lire. Et ça, voilà. Ça, vous avez tout. Ouais, il y a toute la pile à lire. Voilà, ça, c'est ce que je vais lire dans les jours qui viennent, parce que je vais prendre des trains, parce que je suis en signature à Limoges, etc. Vous venez à Lille? Je ne viens pas pour l'instant à Lille, mais je vais aller au Forêt du Nord sûrement. On est en train de mettre en place le planning. C'est compliqué, j'ai des choses dans tous les sens, mais je repars aux États-Unis pour le bac français de mon fils et je reviens en juin. Et là, je signerai plus, quoi. Donc, on est en train de mettre ça en place. Merci beaucoup. Delphine, c'est à toi. Bonsoir, Amanda. Bonsoir, Ravie de vous parler. Bon, un peu émue parce que voilà, c'est la première fois. J'ai pas tout à fait fini votre livre, je l'ai commencé hier soir. J'en ai lu d'autres de vous, dont la lettre d'amour sans le dire. Pas du tout le même style, comme vous l'aviez dit hier lors de l'émission. Un style beaucoup plus rapide et qui nous entraîne à... Enfin, on a vraiment envie de connaître toutes les histoires. Enfin, vraiment, on était pressés de lire la suite parce que tout ça, ça nous intéressait. Et moi, j'avais une question à vous poser au sujet de l'amitié. Quel ami êtes-vous? Parce qu'il y avait des phrases qui m'avaient interpellée dans votre livre. Je peux vous citer. Toutes les grandes amitiés sont toxiques. Elles en sont le fondement. On est attiré par ce qui nous fascine et qui nous fascine nous met en danger. Tous les rapports humains sont des rapports de force. Alors, ça, ce sont des phrases qui appartiennent à Elena Ferrante, enfin le personnage fictif d'Elena Ferrante, et qui ressemble à ce qu'elle raconte dans son livre. Et elle argumente avec Jacques, qui est plus proche de moi en réalité dans ça, parce que moi j'ai des rapports d'amitié merveilleux. Et j'ai gardé mes amis de maternelle. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort dans ma vie. L'amitié, c'est quelque chose, c'est vraiment ma colonne vertébrale, c'est important pour moi. Pour moi, c'est la plus belle, le plus beau sentiment. Et j'ai presque plus d'allégresse quand je rencontre quelqu'un en me disant ça va être mon ami pour toute la vie qu'une histoire d'amour où je pense qu'il y a toujours une sorte de douleur mêlée à la rencontre parce qu'on a peur que ça s'arrête. Alors que l'amitié, il n'y a pas ça. Il y a quelque chose qui grandit. Et j'ai gardé mes amis d'enfance, mais ça m'arrive encore de tomber en amitié et de rencontrer des gens qui, je le sais, vont compter dans ma vie. Et je pense d'ailleurs que les amitiés tardives, c'est des vrais choix. Et c'est sûrement encore plus fort quand il y a une évidence d'amitié, c'est vraiment très joli. D'accord, je vous remercie. Alors, Jennifer et Franck, qui sont nos bénifeurs, ou nos grandes Gélina préférées, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais dire que première fois pour moi, en tout cas vous concernant, voilà. Et en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses intéressantes. J'ai beaucoup aimé l'émotion, moi, qui sortait de chaque histoire, en fait. J'ai aimé les petites l'intrusion du fantastique par moment, voilà. J'ai trouvé ça hyper sympa.
Et je les ai lues une par une tous les jours parce que ben, j'ai remarqué quand on en lisait deux de suite, on n'en profitait pas autant. Et donc, j'ai pris le temps de les lire et je reprendrai le temps de les relire aussi parce qu'il y a plein de petits détails vraiment hyper intéressants et vraiment, je les ai trouvés vraiment très émouvantes. Et ma question était la suivante. Il y a énormément de détails sur le folklore napolitain. Du coup, j'avais l'impression que vous aviez habité en Italie, moi, en fait, carrément. Et je me suis demandé, voilà, c'est pas comment vous aviez trouvé tout ça, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez quelqu'un sur place ou vous avez beaucoup traîné dans les cafés? Je sais pas. Le livre Alors, sur la CIA j'ai donne une vécu information. indirectement en Italie, mais à Rome. J'ai vécu à Rome pour réaliser le film Les Promesses. Enfin, j'y suis restée presque 9 mois, donc c'est presque habité quelque parce que je me suis installée là-bas. Euh, et dans mon équipe de tournage, il y avait plein de Napolitains. Donc après les journées de tournage, on allait boire des coups et on restait beaucoup entre nous puisque c'était confiné. Qu'en plus, on avait des obligations à cause du Covid. On n'avait pas le droit de sortir de ce qu'ils appelaient la bulle Covid. Donc, on devait être tous, on était testés tous les jours, etc. Donc, on ne devait pas voir d'autres gens. Donc, on se voyait entre nous. Et donc, les pauvres, tous les Napolitains de mon équipe, je leur posais des milliers de questions. Mais c'est qu'avant, et comment est-ce que vous faites? Et donc, j'ai appris plein de choses. Et il y en avait un qui me disait, ah, mais ma grand-mère me parlait de ça. Et ensuite, j'ai fait des recherches. Je suis allée regarder voilà, dans des livres, dans des films. C'est drôle parce que le livre était déjà fini, mais quand j'ai vu le film de Sorrentino, il y a deux, trois choses dont il parle aussi dans La main de Dieu. Voilà, enfin, j'ai fait beaucoup de recherches, mais quand j'écris un livre, je fais beaucoup de recherches en général. De toute façon, je ne me sers pas de tout. Parfois, je me sers d'un détail, mais je pense que c'est hyper important de comprendre. Et surtout, le livre, il a un tout petit côté surnaturel par endroits. Il y a un truc un peu Edgar Allan Poe, que moi j'adorais quand j'étais ado, je me rappelle. Et du coup, je me disais que le folklore, il y avait quelque chose qui pouvait nourrir ça, nourrir cet esprit fantastique. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a du réalisme fantastique par morceau, mais c'est vrai que il y a tellement de détails et en fait, à la fin, ça fait une ambiance générale qui donne vraiment l'impression qu'on est en Italie et enfin, que vous êtes italienne, quoi. Vraiment, enfin, moi, j'ai pensé que vous aviez des racines, pour de vrai. Franchement, j'ai des racines de mon papa et en fait, toute la famille de son côté est de Florence. Donc, j'ai fait mon test ADN il n'y a pas longtemps, hein, j'ai 38% de sang italien. Et j'ai même pas 2% de français, j'espère que vous m'acceptez quand même. Mais voilà, j'ai beaucoup de racines italiennes. Je parle un mauvais italien, mais je parle italien, donc j'arrive à parler avec les gens, à poser des questions, etc. Ouais. ben, ça se sent. Merci. Merci. Je reviens sur ces détails-là. À un moment donné, vous dites que les Italiens, même les plus moches Italiens, ont confiance en eux parce que leur mère, justement, leur faisait ce compliment-là. Est-ce vrai d'ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose, ce genre de phrases-là, qui sont réalistes, réalisables? Bah, en fait, je pense que la confiance en soi, ça vient de là. J'ai connu plein de gens et inversement, je pense qu'il y a des gens qui sont très beaux et à qui on n'a pas dit qu'ils étaient beaux ou qui n'ont pas été aimés et donc qui se sentent pas beaux. Et, euh, et je pense que la confiance en soi, c'est une grande partie du rapport à la séduction et de la beauté. Et c'est vrai que quand on voit les Italiens draguer, c'est drôle, quoi, parce que ils s'en fichent qu'ils soient petits, gros, voilà, c'est vieux, peu importe. Ils essayent et il y a quelque chose d'une grande confiance en eux, quoi. Et je me suis dit, mais d'où ça peut venir à part, voilà, de cet amour de la mama italienne. Voilà, ça c'est peut-être un peu caricatural, mais ça me faisait rire. Non, pas si caricatural à mon avis. Jonathan? Bonjour. Bonjour Jonathan, Euh, j'ai aussi votre manuscrit pour mon train. Il est juste là. Je n'allais pas en parler. Je viens de recevoir le vôtre à l'instant, j'arrive chez moi, donc je vais commencer. Okay. J'avais une question plus technique. En fait, je me demandais, quand vous écrivez, si vous faites un plan avant de tout écrire ou si vous allez au fur et à mesure tous les jours
avec un mini plan pour la journée ou si c'est vraiment, parce que j'ai essayé plusieurs techniques, je sais pas ce qui est enfin, je sais pas ce qui est le mieux, mais chacun fait comme il veut, mais je me posais la question en fait. Alors, je parle souvent avec mes copains auteurs, avec Anne Kinos, Émilie Frèche, Florence Deller, Karine Tuile. Personne n'écrit de la même façon. On a Ouais. une façon très différente. Ma façon d'écrire, c'est d'écrire. J'écris ma fin tout le temps. C'est peut-être la première chose par laquelle je commence. Je sais où je vais vous emmener et je sais pourquoi j'écris un livre. J'écris pour la claque de fin ou pour l'émotion finale. C'est vraiment sûrement ma signature. C'est tout ce qu'il y a dans tous mes livres. Quand j'ai écrit Les Terres Saintes, j'ai écrit la dernière lettre avant toute chose. Je savais où j'allais vous emmener. Et j'écris le début. Et je retravaille le début et la fin, je ne sais pas, peut-être 8000 fois jusqu'à ce que dans ma tête, ce soit parfait. Et quand j'ai ça, ensuite, je réunis les deux. Là, le café suspendu, c'était particulier parce qu'il y avait ces mouvements et il y avait c'est un peu plus complexe. Mais je pense que, pour ma part, en tout cas, c'est mon 16e livre. Enfin, mon 16e livre pour adultes. Et je pense vous faisiez ça pour les autres, pour les premiers aussi? Vous avez évolué Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour les premiers, peut-être que c'était plus... j'écrivais de façon plus mathématique, c'était plus contrôlé. Mais en fait, c'est comme quand on joue au tennis. Quand un grand joueur, quelqu'un joue toute la journée, s'entraîne tout le temps, il ne pense pas à finir son geste, il le finit. Alors qu'au début, on va vous dire, finissez votre geste. Mais en fait, c'est en moi. Donc, la façon que j'ai d'écrire, j'ai tellement écrit que il y a des mécanismes qui sont là, des habitudes qui sont là, et je pense que c'est parce que je fais ça toute la journée, en fait. C'est que ça toute la journée. C'est sans doute la seule chose que je sais faire, d'ailleurs. Voilà, mais... c'est intéressant, merci. C'est juste d'écrire. Plus vous allez écrire, plus ce sera évident. Mais c'est vrai qu'au début, quand on écrit au début, c'est peut-être plus simple d'avoir un plan. En tout cas, je déconseillerais fortement, et ça, c'est ce que je vois souvent dans les livres qu'on m'envoie quand on me pose des questions, de partir sans savoir où on va. Même si c'est pas écrit comme je le fais, il faut savoir où on emmène un lecteur parce que sinon, on le perd, on s'ennuie, on se perd aussi. Ok, merci beaucoup. Justement, vous disiez à l'instant la fin. On commence par la fin, mais là j'ai envie de dire peut-être les fins, parce que sur les 7 nouvelles, il y a toujours une fin qui claque, une fin qui déstabilise ou qui entraîne ailleurs. Ça aussi, vous les avez travaillées au tout début, ou au contraire, c'est uniquement la véritable fin du roman en lui-même que vous travaillez au début? Non, celle-ci aussi, parce que en fait, surtout sur des histoires courtes, il faut savoir comment on va sur une nouvelle, comment on va clore, et surtout, je fais monter la tension. On voit bien sur l'histoire du docteur Chen, où on se demande où je vais, comment j'arrive à trouver un sens à tout ça. Et donc, je trouve le sens qui pourrait durer en une phrase. Je ne le dévoile pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore lu le livre. Une fois que j'ai trouvé ce sens, cette évidence, alors je vais écrire la totalité de l'histoire, mais j'écris pas sans savoir où je vous emmène. Est-ce que d'ailleurs cette structure-là du roman, est-ce qu'elle était déjà définie au départ ou elle a évolué? Est-ce qu'il y avait une forme différente au niveau du roman? On sait que les éditeurs et éditrices aiment bien parfois modifier la forme parce que pour eux, tout simplement, ça change le cœur ou la forme du récit. Est-ce que là, pour le coup, tout était défini dès le départ? Oui, ils savent qu'ils n'auraient pas le droit de me dire un truc comme ça, je ne serais pas contente du tout. Mais en fait, la chose qui est arrivée en chemin, je savais que c'était cette histoire, je ne savais pas exactement comment et je n'avais pas tout de suite trouvé le narrateur. Ça s'est venu enfin, pas sur le chemin, mais quand je construisais au départ, où je me demandais comment je vais amener les choses. Je ne voulais pas que ce soit des nouvelles, je voulais qu'il y ait un lien, etc. Donc, c'est venu au fur et à mesure, mais la construction comme un opéra, c'est venu parce que je suis allée à Rome voir un opéra contemporain qui n'avait rien à voir. Et en fait, je me suis demandé comment on construisait un opéra. Et j'ai acheté un livre qui parlait de ça. J'ai regardé les constructions différentes d'opéra et j'ai regardé quelque chose plus particulièrement sur l'opéra napolitain. Et
et sur ce qu'il y avait aussi à l'époque du royaume des deux Siciles, les opéras siciliens qui étaient Palerme est un haut lieu d'opéra, etc. Et donc j'ai commencé à voir ça et j'ai trouvé ça assez charmant de construire le livre comme un opéra. C'est venu là. D'accord. Sandra? Oui, je vais encore poser une question sur, sur Naples. C'est peut-être mon obsession pour l'Italie un petit peu, je ne sais pas. À un moment donné, le narrateur dit je suis épris de Naples comme on était pris de liberté, pourtant ma vie s'est réglée sur la sienne. Je me demandais si ça avait été votre cas en écrivant, puis si par analogie, en fait, c'était pas non plus cette liberté d'écrire et que finalement vous régliez votre liberté sur le fait même d'écrire. Ben, ce qui est bien, c'est que je suis pas obligée de payer pour une psychanalyse. Vous êtes tous là pour m'aider. Je pense cette formule l'envie de dire que chaque passion est formidable, mais c'est aussi une prison. Et que tomber amoureux d'un lieu, d'une personne, c'est beaucoup de joie, mais aussi le fait que d'un coup, on est bloqué avec cet endroit, bloqué avec cette passion. Bloqué... Donc, voilà, c'est se dire, il a eu la chance de tomber amoureux d'une ville et en même temps, cette ville l'a englouti complètement. Avant de nous lire un petit extrait que vous avez choisi, l'extrait a été modifié entre-temps. Le roman, il débute en 82. Il se poursuit donc jusqu'à aujourd'hui avec des intermèdes. Pourquoi avoir choisi cette temporalité-là, 82? Est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce qu'il y a un signe avant-coureur par rapport à cette date? En fait, quand j'ai commencé à écrire le livre, le début qui arrive, en fait, l'histoire de Jacques, qui finalement n'arrive qu'au milieu du livre, mais je ne veux pas dévoiler les choses, mais qu'on comprend au milieu du livre, devait être au début du livre. Et c'était vraiment très linéaire, et puis ensuite j'ai un tout petit peu transformé. Mais c'est arrivé là parce que, sans tout dévoiler, je voulais comprendre comment on restait quelque part, et il vient là pour un chagrin d'amour. Pardon, je vous avais perdu 2 secondes. Il vient parce qu'il vient chercher une femme qu'il aime. Il a un chagrin d'amour et quand il sort de l'appartement de cette femme, il a compris qu'il l'avait perdue, il y a le tremblement de terre, le fameux tremblement de terre dans les années 80 qui se passe à Naples. Et donc, il a l'impression que la ville souffre avec lui. Qu'au moment où il sort de chez cette femme, la ville comprend sa douleur et la terre se secoue. Et du coup, c'est ce lien avec la ville qui est le fondement. Et donc, on commence ensuite 2 années après, où il a commencé à s'installer à Naples. Il est déjà au fond de ce café et il écrit et il est resté là, dans l'endroit où il a dû faire le deuil de cet amour et en même temps, il a été adopté par la ville. Et vous le dites au début d'ailleurs. Ensuite, ça évolue aussi parce que je voulais avoir un arrière-plan politique de ce qui se passe en Italie dans ces années-là, comment on en arrive là. C'était important qu'on s'attache au café pour comprendre comment la violence que ça a été pour les gens qui avaient des cafés, mais aussi des gens qui n'avaient de vie sociale qu'au café, que ça ferme au moment du Covid. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était pas juste un café qui ferme, il y avait toute une histoire derrière. Et donc, tout ça, pour moi, c'était important que ça s'inscrive dans une temporalité. Il le dit d'ailleurs au début du livre, j'ai perdu l'amour, mais je suis resté dans la ville, dans l'ouverture à l'italienne. En effet, c'est véritablement ça. Comment Jacques donc, est arrivé à Naples. Alors, vous avez écrit sur de nombreux sujets et à chaque fois, je suis surpris de voir la profusion de sujets que vous arrivez à mettre dans les romans. Vous avez écrit sur Kate Richards, sur Johnny Hallyday, sur la tuerie de Newton aux USA, sur les infidélités, sur votre vie également au début. Comment vous expliquez cette profusion-là de sujets que vous arrivez à décliner? C'est pour combler c'est pour éviter l'ennui dans l'écriture, c'est pour vivre, pour semer la mort, comme vous l'avez dit à un moment donné? Non, il y a des écrivains il y a des écrivains que je respecte infiniment et des écrivains, des grands écrivains qui sont obsessionnels et qui vont revivre le même sujet à chaque fois. Et puis, il y a des écrivains qui changent, dont je fais partie, qui changent de sujet à chaque roman, mais qui ne changent pas forcément de thème. Pendant très
longtemps, j'ai changé de sujet, mais j'avais le même thème. Et ce qui était en réalité la schizophrénie. J'ai toujours traité de la schizophrénie, que ce soit dans Le Vieux Juif Blonde, que ce soit dans Kiss Me, que ce soit dans... Bizarrement, même quand j'ai écrit la bio de Johnny, j'étais d'un coup dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai toujours traité de ça, d'une façon ou d'une autre, de façon parfois détournée. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai guéri, moi, d'une certaine chose dans ma vie et j'ai basculé vers de la pure fiction. Je pense que ça commence avec Les Promesses, puis Lettres d'amour sans le dire, et puis celui-là où j'ai vraiment, je pense, commencer à offrir des livres qui sont des livres en fait, que moi, je rêverais de lire. Donc, je suis dans quelque chose de très sincère avec mon mauvais goût. C'est-à-dire que c'est des livres, moi, je me dirais, ah, j'adorais les découvrir. Donc, je suis très enthousiaste quand je vais écrire le matin. Il y a quelque chose de très... en tout cas d'une générosité de ma part. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui l'apprécient pas ou aiment pas, mais en tout cas, ça a toujours été sincère, mais ça vient d'un autre endroit. Là, ça vient, je pense, d'une envie de faire du bien, de faire plaisir, et c'est comme si moi, j'intervenais pas dans l'équation euh, en dehors d'un plaisir de lectrice que j'aurais eu. Il y a quand même un point d'ancrage, c'est souvent une ou des histoires d'amour à chaque fois qui sont peut-être le dénominateur commun dans l'ensemble de votre œuvre. Si vous trouvez un seul livre qui ne parle pas de ça, vous me faites signe. Par peut-être mon livre sur la CIA, mais c'est même pas sûr. Non, c'est-à-dire que vraiment, tout ne parle que de ça. C'est ce qui fait qu'on garde notre humanité intacte. C'est le seul sujet. Chez Houellebecq, je ne suis pas sûr, mais C'est l'histoire d'un homme qui n'est pas aimé. Houellebecq, c'est quelqu'un qui n'a jamais été aimé. C'est quelqu'un de désespéré, de pas aimé. Et donc, il parle d'une société sans lien. C'est quelqu'un qui parle de l'abandon de l'amour d'une société qui recherche ça, mais qui n'y arrive plus. Donc, on croise des prostituées et des barquettes surgelées. Mais le rêve de tous les héros houellebecquiens, c'est l'amour déçu, en fait. est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire donc justement l'intermède que vous avez choisi pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et nous situer le passage? Je ne vais pas pleurer parce que c'est mon livre, c'est juste que je suis allergique au pollen, c'est horrible. Ok. Alors, je vais lire l'intermezzo qui est page 165, mais je pense qu'il ne dévoile pas trop de choses. Je reprends ce carnet fin mars 2020. Je réalise qu'il s'est passé plusieurs années où j'ai cessé d'écrire sur les gens et sans doute aussi arrêté d'essayer de les comprendre individuellement, persuadée que nous étions tous les symptômes de quelques maladies qui orientaient les courants de pensée. Je faisais encore des caricatures pour gagner ma vie, mais jamais plus que pour manger et payer mon faible loyer. Pendant cette période de quelques années, j'ai tenté d'être acteur de mon existence. J'aurais même voulu rencontrer une femme ou un homme avec lequel la partager, mais je n'ai connu que des aventures cachées, des troussages honteux à la va-vite, suivis d'un signe de croix et d'une précipitation vers le confessionnal. En Italie, si l'homosexualité a commencé à s'exprimer chez les jeunes, elle est encore taboue dans ma génération sacrifiée. Hier, 2 hommes qui se tenaient par la main ont été battus et laissés pour morts dans la rue. Les journaux ont parlé de règlements de compte, de disputes qui avaient mal tourné. Jamais d'homophobie, jamais d'amour. C'est sans doute ce qui me pousse à reprendre un stylo. Je ne peux pas parler aussi librement que je le voudrais, pas hurler contre les outrages. Au café, pourtant, nous échangeons beaucoup plus sur la politique qu'avant. Depuis quelque temps, ça me rappelle la France. Ça a commencé il y a 3 ans. L'Italie entière semblait coupée en deux entre la Ligue du Nord de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio. Au lendemain du vote du 4 mars 2018, la schizophrénie italienne s'est confirmée. Le Nord et le Sud n'étaient pas en accord et en regardant la carte de plus près, on pouvait retrouver le royaume des 2 Siciles qui existait avant l'unité du pays. En France, la violence montait, les gilets jaunes saccageaient tout. Partout, les débats sur les réfugiés faisaient rage. Je m'étais mise en tête que ça ne pourrait mener qu'à une explosion sociale, que chez nous aussi ça finirait en sang, comme si je sentais que l'univers appelait des cadavres. Jamais je n'aurais pu imaginer la suite de ma vie, de celle du café et encore moins du monde. Le 10 mars 2020, le café NUP ferma pour cause de confinement. Merci.
On a parlé tout à l'heure de vos lectures actuelles, mais quelles sont vos influences, vos auteurs qui façonnent votre vie d'autrice? Alors, très bizarrement, c'est drôle, j'en ai parlé hier avec Augustin Trapenard, j'ai toujours dissocié ma vie d'auteur et ma vie de lectrice. Pour moi, c'est des choses qui n'ont rien à voir. J'ai pas l'impression que j'écrive parce que je lis quelque chose ou parce que j'ai lu quelque chose avant. C'est comme si c'était deux mondes complètement séparés. J'écris à ma façon. J'écris jamais en pensant que je vais faire comme quelqu'un ou que j'aurais voulu écrire tel livre. Et après, je lis et il y a des choses que j'adore, qui me bouleversent, mais comme une lectrice, pas comme un écrivain. Quand je lis, je suis pas un écrivain, je suis une femme qui lit un livre. Euh, et dans les livres qui me touchent, qui m'ont bouleversée plus jeune, il y a beaucoup de choses que tout le monde connaît. Il y a Sagan, il y a Duras, il y a Romain Gary. Euh, et dans les choses plus contemporaines, il y a un livre que je conseille tout le temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent et que c'est un écrivain que j'adore. Je la connais même pas d'ailleurs. Elle me dit merci sur Instagram, on s'est croisés une fois et je pense qu'elle ne se rendait pas compte à quel point j'aimais ce qu'elle faisait. Elle s'appelle Sipora Petit-Jean Cerf et vous devriez lire La Belle Année si vous ne l'avez pas lu. C'est un livre magique, voilà. Elle a un talent fou. À chaque fois que je fais une interview, d'un coup, ses ventres remontent, elle ne doit pas comprendre pourquoi. C'est vraiment c'est tout ce qui me touche. C'est hyper délicat, c'est très intelligent, c'est plein d'humour, c'est solaire, sensible. Voilà, c'est un des auteurs qui me touche vraiment le plus. C'est un petit peu vous. On a l'impression que les mêmes qualités. En tout cas, c'est gentil, j'aimerais bien, mais en tout cas, elle mériterait d'être plus lue parce qu'elle est vraiment très talentueuse. Et j'ai lu le dernier livre de Karen Thuil, mon amie Karen Thuil, j'étais comme un thriller, comme d'habitude, j'étais incapable de le lâcher. Je trouve qu'elle a un talent fou, c'est plus sombre, c'est autre chose, c'est un autre monde. J'ai lu aussi le livre de David Fonkinos, 2, euh, et, euh, et ça m'a, ouais, comme d'habitude, c'est plein d'humour, et plein de souffrance en même temps, cachée sous de la dérision. Ça pose plein de questions. On a de la chance, on a une littérature très riche en France. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont un talent remarquable. J'avoue que début d'année, j'étais dans pas mal de prix littéraires et il y a eu plein de livres nécessaires qui ont été écrits, mais en même temps, c'était très douloureux parce qu'il y a eu un nombre de livres sur des incestes ou des viols et c'est des choses qui doivent exister. C'est des témoignages importants, mais c'était très lourd à encaisser parce que quand je lis un livre, je suis vraiment prise et donc à un moment j'étais complètement déprimée. Je me suis rendu compte que je lisais trop ça et donc ça me faisait du bien aussi de retourner au café suspendu, d'aller sourire avec mes personnages. Euh, mais il y a une très belle production de livres et assez souvent, même si j'ai plus d'enfants petits, j'achète aussi de la littérature jeunesse parce qu'il y a plein de choses très belles dedans. Vous en avez écrit d'ailleurs, il y a quelques années. Ouais, j'en ai écrit, ouais. Vous Je avez- vais être obligée d'en écrire une autre, une autre parce que ma nièce Elsa m'a dit, la dernière fois, elle m'a laissé un message hyper mignon en me disant Tata Amanda, je lis Le Poisson Perroquet et il est dédicacé à tous les enfants de la famille et moi, j'étais pas née et donc je voudrais mon livre. Donc, voilà. Donc, je suis en train d'écrire un livre pour Elsa. On la comprend. Et même jaloux d'ailleurs. Isabelle. Oui, excusez-moi, juste un petit commentaire. Vous dites, alors effectivement, j'ai trouvé que ce livre, en plus, tombait effectivement à point par rapport à toute une vague de littérature qui est super glauque. Alors bon, effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais bon, à un moment donné, parfois on a l'impression qu'on met tout sur les mêmes personnages. Et d'un autre côté, un courant de littérature qui parfois est un peu mièvre. Alors, vous disiez tout à l'heure, j'espère que mon livre n'est pas naïf. Pas du tout, justement. Moi, je trouve qu'il arrive à trouver une voie complètement intermédiaire et qui est super douce, qui fait vraiment du bien sans être
sans être naïf, ni mièvre, ni donc je trouve que c'est très très réussi et en même temps vous dites Fuenquinos avec toujours beaucoup d'humour et en même temps de mélancolie ou de douleur, et je trouve aussi qu'on retrouve ces qualités dans ce livre, dans le vôtre. Il y a quand même aussi plein de passages avec un humour très, très fin, très subtil, et puis aussi beaucoup de mélancolie. Le docteur Chen, par exemple, il y a beaucoup de tristesse, mais qui est jouée. Enfin, il y a beaucoup de joie en même temps, malgré le tragique des événements qui peuvent arriver au personnage. Voilà. C'était juste un commentaire complémentaire pour dire vous aimez bien ces livres-là, mais vous le mettez très, très bien dans le vôtre également. Voilà. Pardon. En fait, c'est ce qui est le plus dur à faire. Je pense qu'il m'a fallu tous ces livres pour arriver à, je pense, écrire de la littérature et réussir à ce que ce soit, sans être joyeux, mais ce que ce soit pas sombre. C'est-à-dire que c'est ce qui est le plus facile à écrire, les choses désespérantes, mais écrire des choses joyeuses et garder une plume littéraire, je pense que c'est ce qui est plus complexe et ça prend beaucoup de temps pour trouver l'équilibre. Donc, je suis contente si ça marche chez vous, pour vous. Elisabeth? On ne vous entend pas. Il faut juste allumer le micro. C'est bon. Je voudrais demander à Amanda si elle apprécie quelqu'un comme Elena Ferrante. Parce que Elena Ferrante, d'elle, je retiens surtout la présence imposante de la ville de Naples. Vous allez avoir une surprise au milieu du livre si vous aimez Elena Ferrante, mais je ne vais pas vous la révéler. Mais j'aime beaucoup Ferrante. J'ai une sorte d'amour-haine, c'est-à-dire que j'aime beaucoup et en même temps, parfois c'est trop sombre pour moi. Il manque d'espoir. J'aimerais une main tendue. Il y a quelque chose qui peut-être J'étais d'ailleurs très surprise d'un tel succès avec des livres aussi sombres. J'ai adoré d'ailleurs les adaptations. Je ne sais pas si vous avez regardé les adaptations en série, elles sont très réussies. Mais évidemment, je ne pouvais pas parler de la ville de Naples sans parler de Ferrante, qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a une nouvelle qui s'appelle L'écrivain sans visage, enfin, un des textes au milieu qui parle de Ferrante. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On a vu passer dans le chat des questions sur le théâtre, sur le fait que est-ce que vous allez continuer à écrire pour le théâtre? Est-ce que vous écrivez en ce moment des pièces? Est-ce que cet amour du théâtre ne vous a pas quitté? J'imagine que non, mais... Alors, oui, on avait une pièce que j'avais écrite avec David Fuenquinos, qui n'est pas notre plus grand fait d'armes, mais qui était très marrante, qui a joué avec Kad Merad et Claudia Tagbo et Lionel Balanski. Elle a arrêté la semaine dernière, mais on l'avait commencé pendant le confinement. Ensuite, elle s'est arrêtée. Ensuite, c'est reparti. Et il nous a fallu 10 ans avec David pour monter la pièce, trouver les acteurs, trouver et pourtant on n'est pas de sombres inconnus, mais c'est très dur. Et donc j'essaye de monter une nouvelle pièce. J'ai une pièce qui est écrite, on a une partie de la distribution, c'est Charles Templon qui va la mettre en scène, et pour l'instant voilà, on a les acteurs, on n'a pas le théâtre, on a un théâtre, on n'a pas d'acteurs, donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais j'avais bon espoir pour septembre là, mais je pense pas qu'on va y arriver, donc ou janvier prochain ou septembre d'après. Et alors, on a découvert qu'il y avait depuis 4-5 ans un livre en préparation, un duo de livres en préparation. Est-ce que vous travaillez également sur encore autre chose? Est-ce que vous avez des projets différents, notamment dans la culture, pas forcément au théâtre ou... Il y a plein de choses. D'abord, il y a un truc, je vous en parle, vous êtes les seuls à qui j'en ai parlé, vous voyez, c'est drôle. D'abord, je fais une exposition d'œuvres assez particulières que vous découvrirez en décembre. C'est dans l'expo Paris Photo, mais c'est pas des photos de moi, c'est un truc, je peux pas trop en dire, mais c'est des œuvres. Et donc je fais une exposition qui sera à l'hôtel de Soroy à Paris en décembre, et il y aura sûrement un livre qui accompagnera cette exposition.
Ensuite, j'écris un autre livre qui va sortir avant. On est en train de finir, que j'écris avec mon amie. On parlait des amitiés récentes. Une amie que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui est devenue quelqu'un de très proche, qui est Aurélie Jean. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Aurélie, qui est une spécialiste de l'intelligence artificielle et qui vient d'écrire un livre sur les algorithmes, qui s'appelle « Les algorithmes font-ils la loi ?» Et j'avais une idée de livre d'anticipation, mais c'était une sorte de dystopie en 2050, mais j'avais besoin de savoir si ce que j'imaginais était crédible, était possible, et comme je vous dis, je fais beaucoup de recherches avant n'importe quel livre, et donc j'ai commencé à en parler avec Aurélie, et qui s'est excitée pour le sujet, et du coup on s'est mis à l'écrire ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'elle me donne, et donc j'écris nourrie par tout ce qu'elle m'explique, sans que ce soit trop technique, on arrive à trouver le bon équilibre. Et donc ce livre, normalement, il sortira en janvier. Et c'est un livre, c'est aussi pour ça que j'ai dit les choses sur la CIA, etc., parce que j'ai besoin de comprendre comment la géopolitique va évoluer d'ici 2050. Donc je regarde les rapports sur un petit peu tous les pays. Et voilà, donc je suis en train de travailler sur ça. On est en train de mettre les derniers chapitres en place. Et ensuite, ce livre dont je vous parle, qui est en deux tomes, il s'appelle Belle Île en mer. Ça se passe là-bas et c'est donc l'histoire d'une famille sur 4 saisons. Ça ouvre sur l'hiver et puis voilà, il y a 4 saisons en deux volumes. Voilà. Très bien, on a du pain sur la planche. C'est une très belle perspective. Le livre sur l'exposition, justement, ce sera aussi un véritable livre, un roman, un récit. Ce sera un livre avec les photos de l'exposition, mais il y a de l'écrit qui est impliqué dans les œuvres, et donc il y aura les textes, quoi. Mais voilà. On me dit que ma connexion est instable, j'espère que ça va. On vous entend, ça va, pour l'instant ça va. Alors si ce n'est pas trop intime, vous dédicacez le livre à Morgan S. Sans savoir, je ne veux pas savoir forcément qui c'est, mais est-ce qu'il y a une histoire derrière, puisque sa générosité vous a bouleversé, et ce n'est pas anodin quand on dédicace un livre à ce titre-là. Ouais, c'est une histoire personnelle, mais c'est quelqu'un qui a fait un geste pour moi très beau à un moment, et qui est un de mes amis intimes, qui s'appelle Morgan Spielmaker, avec lequel j'avais écrit une pièce aussi d'ailleurs, qui s'appelle Conseil de famille. Et voilà, c'est un ami qui a un jour fait un geste très beau, et il a découvert la dédicace hier. Il était sans voix parce qu'il savait pas du tout. Et je lui avais envoyé le livre avant, puis il était parti en vacances et j'arrête pas de lui dire, mais tu rentres quand? Il m'a dit, mais t'es dingue. Je sais pas. Voilà, donc il était un peu sous le choc de voir la dédicace hier, mais un joyeux choc. Tant mieux. Thibaut? Bonsoir à tous, bonsoir Amanda. Je vais être le sale gosse de la soirée, mais j'ai jamais lu un livre de vous. Je suis désolée. Mais je suis passé à la librairie tout à l'heure et j'ai vu ça. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Donc j'ai hâte de lire parce que j'ai vu la 4e de couverture et ça m'intéresse beaucoup. Et je me disais que cette rencontre allait me permettre d'un petit peu vous connaître. Et j'ai vraiment hâte de me lancer. J'avais une petite question. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un primo-romancier? D'être sincère. D'être sincère avec ce qu'il veut raconter et d'être simple. Je pense que c'est ce qu'on met le plus de temps à atteindre, en fait, c'est la simplicité. Mes phrases sont jamais des postures. J'écris ce qui se passe de façon très simple. Et parfois, il y a des formules qui sont différentes parce qu'avec simplicité, j'écris quelque chose qui est particulier. Mais quand quelqu'un vous dira bah, tu t'es pas foulé, ou alors c'est écrit, on sent qu'elle écrit, que c'est facile. Et quand on a l'impression que quand vous écrivez c'est facile, c'est que vous êtes dans le juste. N'essayez pas les postures. Voilà, il faut être vraiment très simple. Et pour être très simple, il faut savoir ce qu'on veut raconter. Et donc c'est important d'y penser. Il y a un livre très très beau que je conseille souvent aux jeunes auteurs qui s'appelle L'urgence et la patience. C'est un livre de Jean-Philippe Toussaint. Qui apprend aussi, et j'ai vraiment, quand j'ai lu, j'ai ressenti plein de choses qui m'étaient personnelles comme auteur. Il y a cette façon de se frustrer aussi, c'est-à-dire de ne pas se dire tous les jours on va se mettre à la table de travail, mais parfois d'écrire dans sa tête et de ne pas avoir peur que les phrases s'en aillent, qu'elles soient perdues. C'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est que vous ayez l'envie d'écrire et que vous
de la retenir un peu comme on attend d'avoir faim pour manger. Et à un moment, ça sort, ça explose. Et donc, il faut garder ces périodes-là d'ennui, d'observation, de passivité pour réussir à écrire correctement. Vous vous obligez pas à écrire quand il n'y a pas d'envie, en fait. On n'écrit jamais bien dans ces cas. Voilà, Thibaut. Voilà, si ça peut vous aider. Marie? Oui, alors déjà une petite remarque par rapport à tout à l'heure, vous ne devez pas dormir beaucoup par rapport à tout ce qui va sortir, c'est très prolixe. Est-ce que vous avez des relecteurs avant une sortie officielle et est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des blocages ou des choses où vous demandez un avis ou une relecture et est-ce que vous êtes amené à réécrire des passages ou est-ce que ça arrive ou pas? Des blocages, pas vraiment. Un besoin parfois de partager aussi mon enthousiasme pour savoir si je ne suis pas toute seule dans ma bulle. Parfois, je prends mes enfants en otage et je leur dis non. Et je sais que sincèrement, ils me diront s'ils aiment ou pas, mais ça peut être un ami, un agent, mon éditeur. C'est rare parce que j'aime bien que mes éditeurs en fait découvrent le livre fini parce s'ils ont trop regardé au milieu, ils n'ont plus un avis si objectif. J'ai la chance merveilleuse d'avoir 2 éditeurs en fait parce que quand en fait, j'ai été chez Stock. Et quand Jean-Marc Roberti nous a quittés, je suis retournée chez Grasset, qui était ma maison, ma première maison d'édition. Et mon éditeur, Jean-Paul Antoven, est parti à la retraite. Et donc, j'ai demandé à ce que ce soit Olivier Nora, que je connaissais, qui m'édite. Et puis, Juliette Jost est arrivée aussi chez Grasset. Et du coup, c'est Olivier et Juliette qui relisent mes textes ensemble. Et j'ai leurs notes qui sont parfois contradictoires, parfois pas au même endroit, parfois. Donc, et après, à moi de prendre ce que je pense vaut la peine. Ils me laissent assez libre. J'ai de la chance. Mes textes sont pas tellement, sont très peu retouchés, mais j'ai beaucoup de gestion. Ouais. Mais donc pas de blocage. En général, ça. Je suis désolée, je vais pas. J'ai pas. Ah bah non, c'est pas une. Non, j'ai pas de blocage, mais ça peut m'arriver de ne pas avoir envie, en fait. De ne pas avoir envie de laisser un truc pendant 15 jours et de me dire j'ai la flemme, j'ai pas envie, aujourd'hui j'ai pas envie. Et en fait, il faut du temps, il faut pouvoir. En fait, j'ai mis en place, j'ai la chance de pouvoir faire tellement de choses à la fois que j'ai ce luxe relatif, parce que j'ai quand même des obligations et des choses à rendre, mais de pouvoir passer d'une chose à l'autre et de ne pas être obsédée par un seul truc. Et souvent, d'ailleurs, c'est par ces pas de côté que j'ai écrit mes choses les plus inattendues. J'ai écrit Le Vieux Juif blonde alors que j'écrivais quelque chose d'autre parce que j'avais besoin d'une récréation. Et donc, je me suis dit, j'ai écrit un truc pour moi. J'écris encore des choses pour moi. Je fais des dessins, je pense que c'est important de se dire que tout ne part pas en publication. Que vous n'allez pas sortir, juste comme ça. Peut-être, et parfois, mes enfants, ils ont plein de livres qui sont qu'à eux, que j'ai écrit pour eux. Je leur écris un livre pour chaque anniversaire. Donc maintenant, c'est plus compliqué. Parfois, c'est juste des textes ou une petite nouvelle, tout ça, mais depuis qu'ils sont petits, ils ont un livre avec des dessins. Et je leur ai toujours dit que les cadeaux matériels, c'est incroyable. Ça offre une paire de baskets parfois, mais c'était pas ça les vrais cadeaux. Les vrais cadeaux, c'était des choses qui prenaient du temps. Et voilà, donc mon fils aîné, quand il est parti à l'université, je lui ai fait un livre de recettes. Ça m'a pris tout l'été. Mais je lui dis comme ça, quand tu voudras retrouver le goût de la maison, tu as un livre de recettes. Donc voilà, j'ai écrit plein de choses qui sont pour le plaisir. C'est encore un truc qui m'amuse de faire des faux livres, des petits dessins, des trucs. Donc je pense qu'il faut garder ça. C'est le vrai conseil que je peux donner, c'est garder le plaisir de l'écriture sans imaginer qu'elle va se transformer en quelque chose. Merci d'avoir écrit Chicken Street. Merci à vous. Je connais déjà votre prochaine réponse, mais je l'attends quand même. Vu qu'on parlait d'enfants, vous disiez tout à l'heure que choisir entre ces personnages, c'était aussi choisir entre ses enfants. Mais est-ce qu'il y en a un qui, dans ce livre-là, qui véritablement vous a bouleversé au moment d'écrire? Est-ce qu'il y a un personnage qui sort pas du lot, mais qui en tout cas a une résonance particulière en vous? Sûrement le narrateur, parce que c'est avec lui que j'ai passé le plus de temps.
Mais je pense que je suis assez attachée au docteur Chen. Ouais. Et pour quelle raison? Parce que Il m'a fait penser au livre d'avant, à Lettre d'amour sans le dire. ouais. Il y a quand même un lien évident sur la notion du corps, la notion de l'esprit, la notion de toucher, notamment. Et puis il vient d'ailleurs, mais c'est quand même, il vient d'Asie avec une autre temporalité, même le passage sur lui est écrit un petit peu différemment. Euh, En fait, ce qui me touche chez lui, c'est qu'il accepte, alors je veux pas trop dévoiler, mais bon, qu'il accepte l'existence du panda imaginaire chez lui. Et j'aime bien les personnages qui sont toujours. J'aime bien qu'on accepte la part de fantaisie dans la vie, de se dire que tout n'est pas rationnel, tout n'est pas explicable. Et euh, les gens trop cartésiens me font un peu peur. Voilà. Et le docteur Chen, il est à la fois hyper cartésien, c'est un médecin qui soigne à sa façon, et en même temps, il accepte qu'il y a une part de choses qu'on ne comprend pas. Il y a aussi ce choc des cultures, puisqu'il arrive également en Italie, qui m'a fait penser aussi aux Terres Saintes. Il y a ce côté choc des cultures, choc des univers, où justement ce monde-là lui semble totalement hermétique et par le narrateur, il va pouvoir arriver à pénétrer ce monde-là, mais il a quand même quelque chose de particulier. Dr. Chen, clairement, c'est Mais je pense qu'il y a aussi, enfin, s'il doit y avoir un message, c'est aussi celui-là, c'est deux mondes très particuliers qui s'entrechoquent. Et en fait, au moment où tout le monde est heureux, ils trouvent un pont entre leurs deux mondes. Et voilà, sans vouloir. Ça fait toujours un peu les inconnus, là, avec le truc, tout le monde va s'aimer et tout. Mais ce que je veux, c'est dire qu'il existe des moyens de nous comprendre. Voilà, c'est cette chose-là, des moyens de créer des ponts entre les civilisations, entre les êtres. Et il y a vraiment ça dans l'histoire du Dr. Chen. C'est ce tout petit détail qui fait que à la fois il a compris ce qu'étaient les Italiens et eux d'un coup le comprennent aussi, en tout cas ce qu'étaient les Napolitains et ils le comprennent et ça y est. Et en fait on est à la maison quand on arrive à trouver cette petite porte d'entrée entre deux mondes. Est-ce qu'il y a une nouvelle qui vous a donné du fil à retordre? Est-ce qu'il y a un moment, alors pas de blocage comme tout à l'heure l'a dit Marie, mais une nouvelle où la chute vous semblait plus difficile à amener? Est-ce qu'il y en a une qui vous a posé plus de problèmes qu'une autre? Pas vraiment parce que j'ai inventé les chutes avant d'écrire, mais il a fallu du temps pour imaginer et il y en a quelques-unes que, en fait, j'avais 12 choix au début et je savais que je voulais en faire 7 et j'ai choisi celle qui me paraissait être voilà, le mieux avant de faire la sélection, en fait, avant de commencer à écrire. Donc, il y en a qui sont partis. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a justement sur celles qui sont parties, est-ce que vous en regrettez certaines? Pas vraiment, mais je me dis que voilà, ça reste des histoires que peut-être un jour j'exploiterai d'une autre façon. Et d'ailleurs, il y a une petite triche dans le crocodile, le sujet que je dévoile pas, mais c'est un sujet qui était 2 lignes euh, dans une pièce de théâtre que j'avais écrite, que Dominique Besniard a joué, qui s'appelait Monsieur Pipi, qu'il avait joué au théâtre du Rond-Point. Et vraiment, ça a été joué 5 fois. Et c'était un monologue que j'adore, qui est sans doute un des textes que j'aime le plus. Et dans Monsieur Pipi, il y a, je sais pas, 3-4 lignes sur cette histoire-là, d'une autre façon, mais cette histoire-là. Et je me suis toujours dit, ah, c'est vraiment un sujet, pourquoi tu t'en fais pas plus? Et voilà. Je Et me suis auto-volée. Comment? Je me suis auto-volé quelque chose. C'est ça. Concernant les intermèdes, justement, ça vous a permis de faire des pauses dans le récit? Est-ce que ça vous a permis d'intégrer le narrateur évidemment beaucoup plus facilement, mais quel impact ont eu ces intermèdes? Je pense que les intermèdes, ils ont quelque chose de très ancré dans une réalité. Aussi parce qu'on peut se poser la question, est-ce que toutes ces histoires sont une invention de Jacques, ou est-ce que ce sont de vraies histoires, ou est-ce qu'il a juste vu des personnages et il s'est imaginé les histoires autour? Donc il y a une trame assez réaliste. D'ailleurs, le passage que je viens de vous lire est assez politisé, il est premier degré, voilà, il est très ancré dans la réalité, alors que les histoires
les 7 histoires, elles sont beaucoup plus libres, voilà. Et je pense que j'avais quand même besoin de ces moments très, très réels pour faire tenir le reste du récit. Très bien. Alors, si personne n'a d'autres questions, on va faire une petite photo de groupe, comme on a l'habitude de faire. Je la fais, ne vous inquiétez pas. Vous arrivez à voir tout le monde, vous? Oui, j'arrive à voir tout le monde. D'être en 2 écrans. Je sais pas comment vous faites. Vous êtes sur une tablette peut-être? Non, je suis sur un ordi, mais je sais pas. Ouais, je peux avoir tout le monde. Allez, préparez-vous. 3, 2, 1. N'écrivez plus dans le chat. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Merci. Il est temps de vous remercier tous, mais principalement Amanda, bien sûr, une rencontre délicieuse comme vos livres. Je souhaite le meilleur. Comment? J'ai Sophie qui fait des gestes, qui ne peut pas parler, mais elle fait tout. Elle fait des cœurs. Et André et son mari en même temps. Merci Amanda, merci infiniment pour votre générosité et pour ce livre qui, une fois de plus, est brillant. On souhaite le meilleur au Café Suspendu. Merci à tous. Il est sorti hier. Profitez-en. Jetez-vous sur vos librairies. Il est merveilleux. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Amanda. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir.